On connaît tous l'histoire. Les empires naissent, ils grandissent, et puis, ils s'effondrent. C'est un peu le cycle de la vie, mais à l'échelle des nations. Mais imaginez une seconde. Et si tout ça n'était pas juste une suite d'accidents? Et si, en fait, l'histoire suivait un plan bien précis? Un cycle qui se répète, inlassablement. Voilà, c'est la grande question qu'on va se poser. L'idée, c'est de voir si on peut, en quelque sorte, décoder le passé, pour y voir plus clair dans le chaos actuel, et peut-être même, qui sait, anticiper un peu ce qui nous attend. C'est exactement le but de la réflexion qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, on ne part pas de rien, loin de là. On va s'appuyer sur un travail absolument monumental, une analyse qui couvre 500 ans d'histoire, rien que ça. Elle passe au crible la montée et la chute de 10 des plus grands empires qu'on ait connus. On parle de l'Empire néerlandais, de l'Empire britannique, des États-Unis et même de la Chine. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Le concept central, le cœur du réacteur de toute cette analyse, ça s'appelle le grand cycle. Le grand cycle, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en gros, c'est l'idée que l'histoire, ce n'est pas une ligne droite qui va toujours de l'avant. Non, ce serait plutôt une grande roue. Une roue qui tourne sur environ 250 ans. Pendant ce cycle, on voit une nation grimper, jusqu'à dominer le monde, puis, inévitablement, elle entame son déclin. Et le point crucial, vraiment, c'est que le moment où le pouvoir change de main, ça se passe rarement en douceur. Et quand on regarde l'histoire, c'est assez fascinant de voir à quel point ce schéma colle à la réalité. Prenez l'Empire néerlandais, à son apogée vers 1650. Hop, le relais est passé à l'Empire britannique, qui a dominé jusqu'à son propre pic vers 1850, et qui a pris la suite, l'Empire américain, au sommet de sa gloire autour de 1950. C'est presque mathématique. Du coup, ça pose une question un peu vertigineuse pour nous aujourd'hui. C'est qui le prochain sur la liste? Bon, mais avant d'en arriver au déclin, il faut déjà comprendre comment on arrive au sommet. Comment une nation devient-elle une superpuissance? C'est quoi, au juste, la recette du succès? Alors, pour mesurer la puissance d'un empire, l'étude se base sur 8 grands indicateurs, 8 piliers si on veut. Tout part de la base, les cerveaux, donc l'éducation. C'est ça qui va nourrir l'innovation et la technologie. À partir de là, on développe la compétitivité, on domine le commerce mondial, ce qui amène la puissance économique et militaire. Et tout en haut de la pyramide, le Saint Graal, c'est quand la monnaie de l'empire devient la monnaie de réserve du monde entier. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui fabrique une superpuissance. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas juste une checklist, c'est un véritable effet domino. Pensez-y. Tout part d'une éducation forte. Ça permet de développer des innovations, de nouvelles technologies. Grâce à ça, le pays devient super compétitif et commence à conquérir les marchés mondiaux. Et cette domination commerciale, à la fin, elle se transforme en pouvoir financier total. Vous voyez, chaque étape entraîne la suivante. Chaque maillon de la chaîne est crucial. Ok, donc l'Empire est au sommet du monde. C'est une période de paix, de prospérité, tout semble aller pour le mieux. Sauf que c'est justement là, au sommet de la gloire, que les premières graines du déclin sont semées. Le pouvoir devient paradoxalement un fardeau. C'est ça, le grand paradoxe de la prospérité. Quand tout roule, quand l'argent coule à flot, tout le monde devient un peu trop optimiste. Les gens, les entreprises, ils se mettent à parier que ça va durer éternellement. Et pour ça, ils empruntent, ils s'endettent de plus en plus, et paf, ça crée une gigantesque bulle financière. Un vrai château de cartes économique prêt à s'écrouler. Et au sommet de cette euphorie, il y a la consécration suprême, le signe ultime de domination. La monnaie du pays devient la monnaie de référence pour le reste du monde. C'est un avantage énorme, ça veut dire qu'on peut s'endetter presque à l'infini. Mais comme on va le voir, ce privilège exorbitant est aussi un piège redoutable. Parce que pendant que cette bulle continue de gonfler, il y a un autre problème, plus silencieux, qui est en train de ronger la société de l'intérieur. Toute cette nouvelle richesse, elle n'est pas pour tout le monde, loin de là. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres devient béant. Il se creuse de façon spectaculaire. Et c'est là qu'on arrive au point de bascule, le moment où tout commence à se déliter. L'Empire, qui est en fait déjà affaibli de l'intérieur par ses propres excès, commence à se fissurer sérieusement. La société se polarise complètement. Elle se scinde en 2 camps qui ne se parlent plus, qui sont devenus irréconciliables. D'un côté, on a les nantis, ceux qui ont tout, qui profitent du système et qui y croient dur comme fer. Et de l'autre, les démunis, la grande majorité qui se sent laissée pour compte, qui n'a plus aucune confiance dans le système. Le pays est littéralement coupé en 2. Et c'est dans ce climat électrique que le château de cartes finit par s'écrouler. La bulle financière qui avait été gonflée par des années d'insouciance éclate. C'est le crash. Le pays plonge dans une crise économique terrible. Alors, quelle est la réaction typique des gouvernements?
On fait tourner la planche à billets. On imprime de l'argent massivement pour essayer de colmater les brèches. Sauf que ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. La pression devient alors insoutenable, et le conflit qui couvait entre les nantis et les démunis explose. On parle de troubles sociaux, de révolutions, parfois même de guerre civile. Le but? Tout remettre à plat et redistribuer les cartes. Évidemment, un tel chaos à l'intérieur d'une superpuissance, ça ne passe pas inaperçu à l'étranger. Et on va voir maintenant comment cette faiblesse interne prépare le terrain pour un grand bouleversement mondial. C'est une loi quasi universelle en géopolitique. Quand la puissance dominante est occupée à gérer ses propres crises internes, elle devient incroyablement vulnérable. Et cette faiblesse, elle agit comme un véritable appel d'air pour les puissances montantes, celles qui attendent patiemment leur heure pour prendre la place du roi. Et là, la dynamique mondiale s'inverse complètement. On a la puissance dominante rongée de l'intérieur qui est sur une pente descendante. Et en face, on a la puissance émergente qui, elle, est en pleine ascension. Leurs deux courbes sont en train de se croiser. Et ce croisement, ce point de collision, il est bien souvent inévitable. Et soyons clairs, ce passage de témoin se fait rarement avec le sourire et une poignée de main. Un empire qui décline ne lâche jamais sa couronne volontairement, ça n'arrive pas. Donc, ça débouche quasiment toujours sur une période de conflit majeur, de guerre même, avec un enjeu très simple, déterminer qui sera le prochain patron. Une fois ces conflits terminés, il y a des gagnants et des perdants. Les vainqueurs imposent un nouvel ordre mondial, un ordre qui est fait à leur image. Ils réécrivent les règles du jeu international. Et pour cette nouvelle superpuissance, un tout nouveau cycle commence. La roue se remet à tourner. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à la question de départ, la plus importante de toutes. Quand on observe le monde aujourd'hui, les bulles financières, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, les tensions politiques extrêmes dans beaucoup de pays, la montée en puissance de nouveaux acteurs mondiaux, une question s'impose, et elle est assez troublante. À quelle étape de ce grand cycle nous trouvons-nous en ce moment même ?